fois, Napoléon arrive à Nice. Napoléon arrive à Nice du 26 au 29 mars. Le tableau de l'armée qui lui fut présenté par Charles se trouva pire encore que tout ce qu'il avait pu s'imaginer. Le pain était mal assuré depuis longtemps. Il ne faisait plus de distribution de viande. Il ne fallait compter que sur 200 moulets pour les transports et l'on ne devait pas songer de conduire plus de 2 pièces de canon. Chaque jour, la position empirait. Il ne fallait pas perdre un instant. L'armée ne pouvait plus vivre où elle était. Il fallait avancer ou reculer. Le général français donna des ordres pour que son armée se mît en mouvement. Il voulait surprendre l'ennemi dès le début de la campagne et l'étourdir par des succès éclatants et décisifs. Le quartier général n'avait jamais quitté Nice depuis le commencement de la guerre. Il reçut l'ordre de se rendre à Albenga. Depuis longtemps, toutes les administrations se regardaient comme un poste-fixe et s'occupaient bien plus des commodités de la vie que des besoins de l'armée. Le général français passa la revue des troupes et leur dit « Soldats, vous êtes nous, malheureux. On nous doit beaucoup. On ne peut rien nous donner. Votre patience et le courage que vous montrez au milieu de ces rochers sont admirables, mais ils ne vous procureront aucune gloire. Je viens vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde. Des riches provinces, des grandes villes seront en notre pouvoir, et là, vous aurez richesse, honneur et gloire. Soldats d'Italie, vainqueriez-vous de courage? C'est des cœurs. Un jeune général de 25 ans, en qui la confiance était déjà grande par les opérations brillantes de Toulon, de Saint-Gion, de Savon dirigés par lui les années précédentes étaient accueillis par des vives exclamations. En vain, tourner toutes les Alpes et entrer en Italie par le col de Cadabona, il fallait que toute l'armée se rassemblait sur son extrême droite. Opération dangereuse. Si les niches ne sont pas à leur couvert les débouchés des Alpes, le passage de l'ordre défensif à l'ordre offensif est une des opérations les plus délicates. Serrurier fut placé à Garezio avec sa division pour observer les camps que Coilly avait sur Sivas. Messina et Augereau furent placés en réserve à Loano, Finale et jusqu'à Savona. La harpe marcha pour menacer Jeanne, son avant-garde, commandée par Servoni, occupa Vautry. Au même moment, le général en chef fit demander au Sénat des jeunes les passages de la Bochetta et les clefs de Gavie, annonçant ainsi qu'il voulait pénétrer en Lombardie et appuyer ses opérations sur la ville de Gênes. La rumeur fut extrême à Gênes. Les Français se mirent en permanence. 4. Bataille de Montenotte, 11 avril. Beaulieu à l'armée. Corte en toute hâte de Milan au secours de Gênes. Il porte son quartier général à Novi, partage son armée en 3 corps, la droite sous les ordres de Coilly, composée des Piémontais, son quartier général à Sèvres. Elle fut chargée de la défense de la Stura et du Tanaron. Le centre sous les ordres d'Argenteau marche sur Montenotte pour couper l'armée française en tombant sur son flanc gauche.
et lui interceptait à ce vent la route de la corniche de sa personne. Beaulieu, avec sa gauche, couvre Jeanne et marche sur Valtry. Au premier aspect, cette disposition paraissait bien entendu mise en étudiant mieux les circonstances du pays. On découvre que Beaulieu divisait ses forces, puisque toute communication directe était impraticable entre son centre et sa gauche, autrement que par derrière les montagnes, tandis que l'armée française, au contraire, s'est déplacée de manière à se réunir un peu d'heure et tomber en masse sur l'un ou l'autre des corps ennemis, et l'un d'eux fortement battu, l'autre était dans l'absolue nécessité de se retirer. Le général d'Argenton, commandant le centre de l'armée ennemie, vint camper à Montenotte inférieur. Le 9 avril, le 10, il marcha sur Montélimar, puis débouché par la Modane. Le colonel Rampon, qui avait cherché de la garde des trois redoutes de Montélimar, ayant eu avis de la marche de l'ennemi, poussa une forte reconnaissance à sa rencontre. Sa reconnaissance fut ramenée depuis midi jusqu'à 2 heures, qu'elle rentra dans les redoutes d'Argenton, essaya de les enlever d'emblée. Il fut repoussé dans 3 attaques consécutives. Il y renonça, comme ses troupes étaient fatiguées. Il prit position et remit au lendemain à tourner ses redoutes pour les faire tomber. Beaulieu, de son côté, déboucha le 9 sur Jeanne. Toute la journée du 10, la harpe se trouva engagée avec ses avant-gardes en avant de Valtry pour lui disputer les gorges et les cantinières. Mais le 10 au soir, il se remplit à Sursavone et le 11 à la pointe de jour. Il se trouvait avec toute sa division derrière Rampon et les redoutes de Montélimar. Dans cette même nuit de 10 au 11, le général en chef marcha avec les divisions Messina et Augereau par le col de Cadebonne et déboucha derrière Montenotte. À la pointe du jour, d'Argenton, enveloppé de tous côtés, veut attaquer en tête pour Rampon et la harpe en queue est en flanc pour le général en chef. La déroute fut complète. Tout le corps d'Argenton fut écrasé dans le même temps que Beaulieu se présentait à Valtry, où il ne trouvait plus personne. Ce ne fut que dans la journée du 12 que ce général apprit le désastre de Montenotte et l'entrée des Français dans le Piémont. Il lui fallait alors replier en toute hâte ses troupes sur elles-mêmes et repasser les mauvais chemins où les dispositions de son plan avaient eu forcé de se jeter. Ils sont suivis que 3 jours après à la bataille de Milsimon, une partie seule de ses troupes peut arriver à temps. 15. Bataille de Milsimon, 14 avril, le 12. Le quartier général de l'armée française était à Carchari. L'armée battue s'était retirée, les Piémontais sur Milsimon et les Autrichiens sur Dego.